Le DNC, c'est une maladie virale, donc, qui se transmet par des insectes piqueurs, on le verra après. Le signe premier de la maladie, c'est une fièvre, une hyperthermie, donc qui peut être confondu avec pas mal de choses. Et après, des éléments, enfin des symptômes plus caractéristiques comme des nodules et des lésions sur la peau, la mamelle, etc., qui apparaissent dans un second temps, mais aussi à l'intérieur de l'animal sur les organes. Tout ça, ça entraîne évidemment un abattement, une anorexie, chute de lactation, etc., performance moins bonne de l'animal. Et la difficulté par rapport à ça, c'est que les signes cliniques apparaissent pas forcément rapidement après une contamination. C'est-à-dire que l'animal peut être piqué, contaminé par le virus aujourd'hui et développer des signes cliniques que dans plusieurs jours, voire jusqu'à un mois. Donc, ça rend très difficile la détection de la maladie. Et tout ça, ça a des séquelles importantes sur l'animal parce que, bon, imaginez que des lésions avec des nodules à l'intérieur des organes, l'animal ne va pas se remettre facilement de cette maladie. Sur les chiffres qu'on peut évoquer par rapport à cette maladie, et c'est assez peu connu au niveau européen, c'est une maladie tropicale. Donc, ça peut entraîner jusqu'à 10% de mortalité, mais surtout 45% de morbidité, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du troupeau qui peut être malade de ce virus. La transmission, elle se fait de manière très majoritaire, voire quasi exclusive, par des insectes piqueurs et des gros insectes piqueurs, à la différence de la FCO, de la MHE qui se transmet par des petits moucherons piqueurs. Là, il s'agit de gros insectes qui se déplacent pas sur des dizaines ou des centaines de kilomètres par les courants d'air, etc. Donc ça, c'est des insectes qui ont quand même un grand rayon d'action de la fin de l'hiver jusqu'au début de l'hiver suivant, surtout en ce moment où il peut y avoir des périodes de chaleur, etc. Les mouches peuvent se planquer et être actives une semaine après s'il fait à nouveau beau. Donc ça ne nous arrange pas non plus dans le contrôle de la maladie, puisqu'on ne maîtrise pas ces insectes et du coup, la diffusion de la maladie dans un espace proche. Alors, juste pour refaire un petit point sur la diffusion de la maladie, évidemment, ça se transmet de proche en proche dans un même troupeau. C'est le cercle que vous avez à gauche. Vous avez un animal contaminé qui va être piqué par des mouches qui vont contaminer les congénères à côté, qui vont éventuellement voler de proche en proche dans un troupeau voisin, donc contaminer une vache d'un troupeau voisin et transmettre la maladie de proche en proche. Et après, sur des distances longues, c'est comme je disais, c'est pas l'insecte en lui-même qui se déplace sur des dizaines ou des centaines de kilomètres facilement. Là, c'est à l'occasion d'un transport, principalement d'animaux contaminés. Ça peut être des insectes, mais la survie du virus n'est pas comment dire, indéterminée et infinie dans l'insecte piqueur. C'est plutôt le transport d'un animal contaminé vers une autre région qui diffuse la maladie sur des distances plus longues. Alors, les méthodes d'analyse, là, on n'est pas non plus trop aidé avec ça. C'est-à-dire qu'il y a deux tests, comme dans beaucoup de maladies virales. C'est qu'il y a d'abord la PCR qui permet de chercher directement le virus et la sérologie ELISA, donc pour détecter les anticorps, mais que plusieurs semaines après l'infection, le temps que l'animal produise des anticorps. Donc, on voit bien que là, dans une stratégie d'éradication, la sérologie ELISA, elle n'est pas pertinente à l'instant T. Parce que voilà, on a trop de retard par rapport à l'infection. Et sur les PCR, c'est pas évident aussi de l'utiliser parce que sur le sang, la virémie semble être assez transitoire, c'est-à-dire qu'un animal contaminé va avoir peu de temps de virus dans son sang. Le virus va vite quitter le sang pour aller ailleurs. Donc en fait, on a du mal à trouver les positifs par prise de sang, c'est-à-dire que l'animal peut être contaminé et au bout de 2, 3, 4, 5 jours, etc., on va le trouver négatif alors qu'il est bien porteur du virus. Sauf que le virus est allé ailleurs. Donc c'est pour ça que dans le cadre des suspicions, la méthode qui est privilégiée, c'est la PCR sur des prélèvements de tissus et de lésions pour rechercher le virus. Mais du coup, on trouve la maladie une fois qu'on a vu les symptômes. Donc voilà, ça ne nous aide pas beaucoup. Si on reprend la chronologie de l'épidémie qui nous a touchés, donc
on sait que cette maladie est présente en Afrique depuis longtemps. On suppose qu'elle est arrivée en Sardaigne fin juin par une vague de vecteurs au-dessus de la mer. Alors, voilà, ça peut être cette solution-là parce qu'il n'y a pas une distance quand même qui est énorme entre la Sardaigne et le nord du Maghreb. Donc la Sardaigne a connu une épidémie et connaît toujours une épidémie depuis fin juin. Il y a eu ensuite un mouvement d'animal contaminé qui a bougé avant qu'on détecte la maladie en Sardaigne, qui allait en Lombardie, qui a été vite détecté le 25 juin. Vous voyez, c'était 4 jours après la découverte des premiers cas en Sardaigne. Donc là, en Lombardie, il y a eu un unique foyer qui a été contenu. Ils ont mis les mêmes mesures qu'en France en place. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'abattage du foyer, ils ont mis en place la vaccination autour, et vu que le bovin a été détecté très tôt, visiblement, il n'y a pas eu de contagion dans la région. Donc ça a permis, au fil du temps, de lever les restrictions. Voilà, ils ont eu juste un unique foyer. Et ensuite, la maladie est arrivée en France le 29 juin, c'était le premier cas. Là, à ce jour, à notre connaissance, l'entrée du virus en France n'est pas connue. On ne sait pas si c'est un mouvement d'un bovin de la Lombardie, si c'est un mouvement depuis la Sardaigne qui n'était pas déclaré, ou si c'est autre chose. Donc, voilà. À notre connaissance, en tout cas, on n'a pas d'informations. On a fait un petit focus aussi sur le foyer initial pour rappeler l'importance de la surveillance des troupeaux et de la réaction rapide de tous les acteurs, que ce soit les éleveurs, les vétérinaires, les services vétérinaires, etc. Le premier bovin qui a été vu avec des symptômes, c'était le lundi 23 juin. Vous voyez, hyperthermie et poils en amas hérissés sur un bovin. Le 25 juin, il y avait 3 bovins malades avec des trucs un peu plus caractéristiques comme des nodules. Donc, il y a eu une déclaration de la suspicion par l'éleveur auprès du vétérinaire avec des prélèvements sur les animaux. Le 26 après-midi, il y avait un diagnostic différentiel de baisse natcheuse qui avait été fait, puis ça pouvait pas faire penser à ça aussi, qui s'est révélé négatif. Le 27, il y avait déjà 15 animaux touchés. Donc, vous voyez, entre le 23 et le 27, ça a évolué quand même assez vite dans ce troupeau. Et le 29 juin, on a eu les résultats d'analyse PNC qui ont été positifs et qui ont donc confirmé la suspicion du foyer numéro 1. Donc, vous voyez qu'en 6 jours, finalement, il y a eu toutes les étapes entre l'alerte par l'éleveur, la détection sur son troupeau d'une anomalie, de quelque chose de bizarre, jusqu'à la confirmation que c'était bien la dermatose nodulaire contagieuse, et voilà, quelque chose de très rapide. Alors, si on fait juste un tout petit point réglementaire, ce sera la DRAF qui sera chargée de faire tous les détails par la suite. Voilà, tout ce que je vous ai présenté sur les difficultés qu'on a à détecter les animaux malades sur les symptômes, à contrôler les vecteurs de la maladie et à dépister les animaux positifs par prise de sang. Il y a certains points qui sont vraiment indispensables et qui marchent tous ensemble. On ne peut pas faire une éradication de cette maladie si on oublie un de ces points. Donc, le premier, c'est le dépeuplement de tous les foyers qui sont détectés. Ça vise vraiment à retirer les sources de virus localement dans l'attente de la vaccination et pour éviter que des animaux asymptomatiques continuent à propager le virus en étant piqués. Le deuxième point, c'est les transports, les mouvements. Donc, éviter la diffusion du virus dans d'autres régions en bloquant les animaux sur place. Le troisième point, c'est la surveillance de l'éleveur et des vétérinaires. Donc là, pour détecter et déclarer au plus vite, comme vous l'avez vu au cas numéro 1, c'est allé très vite. Et en Lombardie aussi, c'est allé très très vite et ça a permis de contenir la maladie. Et le dernier point, c'est la vaccination de tous les animaux dans la zone. On a la chance quand même d'avoir un vaccin qui fonctionne plutôt bien. Alors, tous les vaccins ne marchent pas à 100%, il n'y a aucun vaccin qui marche à 100%. Il y a toujours quelques petits trous parce qu'on peut louper un animal à l'occasion de la vaccination ou parce que le vaccin lui-même n'est pas efficace à 100%, même si on est à 98 ou 99, il reste un petit trou. Mais il marche bien. Donc là, ça vise à enrayer la diffusion du virus et l'excrétion du virus par les animaux.
Alors, je vais prendre le relais pour la suite. Donc, très concrètement, instantanément après la déclaration officielle du foyer, une zone de surveillance et de protection, enfin 2 zones réglementées ont été déterminées parce que l'enjeu, évidemment, c'est de protéger les troupeaux et de stopper le développement de la maladie. Donc, c'est des zones dont la réglementation est très stricte. Elles ont changé de couleur après, mais la zone centrale, c'est une zone de 20 km autour du premier foyer. C'était comme ça donc entre les lacs. C'est une zone dite de protection. Ça représentait 55 000 animaux et les vétérinaires ont été mis à contribution parce qu'à l'intérieur de cette zone, il fallait faire le plus vite possible pour faire un diagnostic dans chacun des élevages pour essayer de repérer si la maladie avait déjà progressé. L'ensemble des mouvements était complètement réglementé sur la totalité des 2 zones, c'est-à-dire la zone de protection 20 km et la zone de surveillance 50 km. Voilà, c'est des cas qui sont assez rarissimes en France. Les derniers zonages dataient des foyers de fièvre afteuse. C'est à peu près les mêmes types de réglementation. Même si le département des Hautes-Alpes n'a pas été impacté directement par la création de ces zones, évidemment, compte tenu de la proximité et des très nombreux échanges entre les pays de Savoie et les Alpes du Sud, échanges d'animaux, commerciaux, collaborations, pensions, estives. Évidemment, on a été mobilisé très très rapidement pour cartographier la situation, pour pouvoir expliquer aux éleveurs et aussi pour essayer de mesurer tout ce qui pouvait être mouvement d'animaux et tout ce qui pouvait être les situations à risque. Alors, en parallèle à ce zonage de restrictions réglementaires, il y avait aussi une campagne de vaccination. C'est une course contre la montre. La campagne de vaccination a été élaborée de façon, dans la zone rouge, à converger vers les foyers et en même temps, j'allais dire, à diffuser la vaccination on va dire, sur l'extérieur de la zone. Donc, c'est le schéma qui est à droite. La campagne de vaccination, c'est un véritable enjeu parce que faut aller très, très vite. Et donc, le challenge, c'était de vacciner 225 000 bovins en un temps le plus réduit. Il y a eu une mobilisation énorme des éleveurs, de la solidarité et des vétérinaires qui ont vacciné 7 jours sur 7 de façon à prendre, on va dire, de court la maladie. Et l'idée de la vaccination, c'est comme un incendie de forêt, c'est qu'il faut mettre le maximum de moyens sur l'incendie pour l'éteindre. Pour mettre le maximum de moyens, il faut qu'elle soit obligatoire dans les zones que vous avez là à l'écran, mais interdite dans les autres zones pour ne pas diluer l'effet et pour être sûr d'avoir une quantité de vaccins complètement, j'allais dire, adaptée au nombre d'animaux que l'on a vaccinés. Il fallait être absolument pas en rupture de stock pour relever ce défi. Alors, je vais passer rapidement sur les différentes étapes. Ça, c'est l'étape numéro 1 de la zone le 29 juin. On va faire un film accéléré. Les foyers étaient au départ tous sur une commune entre lacs. Et rapidement, on a une nouvelle zone de foyer qui est arrivée sur Faverges, voilà. Clairement, on l'a dit tout à l'heure, dans les mouvements naturels des mouches, c'est pas une circulation de mouches, c'est une circulation d'un animal qui a fait que les foyers se sont déplacés à l'est. Donc ça, c'est voilà, c'est une bêtise, mais en tout cas, c'est bien un déplacement de bovins qui a étendu la zone à l'est. Si on fait un peu plus vite, là, on a pris les couleurs un peu plus officielles au niveau de la cartographie. Un autre foyer est apparu encore plus à l'est, à Haute-Luce. Là aussi, c'est issu d'une erreur, d'un mouvement d'animal, mais en tout cas, ça a
rajouter un foyer supplémentaire. Celui-là, il est resté unique, heureusement, ce qui a facilité la gestion. Donc, petit à petit, la zone s'est étendue. On va passer rapidement. La zone s'étant étendue, ça a eu des conséquences assez importantes sur le nombre d'animaux et un certain nombre de blocages. Bon, pour revenir dans les Hautes-Alpes, un certain nombre de troupeaux se sont retrouvés dans des zones bloquées, notamment lorsqu'ils étaient en estive, puisque là, on est déjà le 9 septembre, la zone, elle est très importante. Les foyers ne sont pas forcément donc tous éteints. Et évidemment, pour libérer les zones, il fallait que les foyers soient éteints. Mi-septembre, un foyer est apparu dans le Rhône, sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset. C'est un foyer unique lié à du commerce. Donc là aussi, un transport de bovins dans une zone extrêmement dense en termes d'élevage. Heureusement, il y a eu une intervention rapide sur le foyer, une campagne de vaccination rapide, et c'est un foyer qui est resté unique. Donc, alors parallèlement, les foyers se sont éteints sur la zone initiale le 4 octobre. Nous n'avions plus de nouveaux foyers. Il n'y avait plus de zone dite de protection. On est passé en zone de surveillance. Les mouvements étaient toujours bloqués pour sortir de la zone, mais les choses se stabilisaient. C'était plutôt des bonnes nouvelles jusqu'à ce qu'un nouveau foyer, là aussi provoqué par un mouvement d'animaux, est apparu dans le Jura, alors que la partie est, que vous voyez là ici, des Savoies, passait ce qu'on appelle en zone vaccinale, avec on va dire, plus de possibilités de mouvement des animaux et une sécurité sanitaire améliorée. Si j'avance rapidement, vous verrez que malheureusement, un autre foyer lié à des mouvements d'animaux est apparu dans l'Ain. C'est la 5e zone de régulation. Et en parallèle, sur le sud de la France, je vais un petit peu vite, sur le sud de la France, il y a des cas qui sont apparus en Espagne. Une partie du département des Pyrénées-Orientales était sous zone de surveillance. Et ensuite, les foyers sont apparus dans cette zone que j'ai dessinée ici. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de restrictions décidées par la DGAN. Oui. Stéphane, excuse-moi de t'interrompre. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de diapos, mais tu sais, la DRAF doit partir à 11h. Donc, peut-être qu'on pourrait laisser la parole à la DRAF, qu'elle puisse faire sa présentation et répondre à des questions et reprendre après le cours de ta présentation. Je bouleverse un peu l'organisation, mais je trouverais ça dommage que la DRAF ne puisse pas intervenir. À moins que ça soit la dernière diapo, quoi. Mais sinon, voilà, je propose qu'on… C'était presque la fin, mais c'est bon. Si tu veux… C'est pas un souci. Je voulais juste terminer, mais en allant très très vite. Compte tenu de cette situation, je voulais souligner que voilà, on a essayé de tenir les éleveurs informés au maximum durant cette période, parce que c'est vrai que d'un point de vue gestion géographique, c'était compliqué. Il y avait énormément de demandes. Bon, en gros, je voulais quand même insister sur le fait qu'on avait fait 14 000 SMS. Alors, c'est presque un peu du harcèlement. Tu le reprendras après, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu pourras… Allez, c'est bon. Je te laisse reprendre le partage alors. Voilà, désolé pour le bouleversement de l'organisation, mais c'est pour essayer de faire face aux contraintes des uns et des autres. Stéphane finira sa présentation juste après. Monsieur Cavalli, je vous laisse du coup faire votre présentation et pouvoir avoir un petit temps d'échange avec les personnes. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, Serge va le partager. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Donc, Stéphanie Cloteau, je suis la directrice régionale et je suis avec Serge Cavalli, le directeur adjoint, qui est aussi chef du service régional de l'alimentation.
on voulait vous présenter la situation sanitaire aujourd'hui, sachant qu'elle a encore évolué ce matin. Donc, on vous avait préparé une diapo où on vous montrait où on en est du nombre de foyers. Donc, à la date du 9 décembre, on en était à 108 foyers au total, avec 73 élevages concernés. Et vous voyez, vous allez voir tout de suite, voilà. Sur ces cartes-là, on a repris les couleurs qui vous ont été montrées tout à l'heure par le GDS, couleurs dites officielles. Donc, il nous restait 2 zones réglementées. Donc, la partie rouge, c'est la partie zone de protection. La partie verte, c'est la partie zone de surveillance. Une dans les Pyrénées orientales, donc en bas le sud-ouest, et une dans le Doubs, donc la partie en haut, et une zone vaccinale, donc des anciennes zones réglementées. Au-delà d'un certain niveau de taux de couverture vaccinale, vous pouvez passer en zone dite uniquement vaccinale, dans lesquels les mouvements sont autorisés d'animaux vaccinés et les mouvements de sortie de cette zone, eux, sont réglementés. Ce qu'on voulait vous montrer en termes d'efficacité de ce qui a été fait en termes de stratégie d'éradication, puisque ça a été dit tout au début en introduction, c'est une maladie qui normalement n'est pas présente sur le territoire européen. Donc la réglementation, elle vise à éradiquer la maladie. Ce qu'on voit tout à gauche, c'est ce qui vous a été démontré, ce qui vous a été expliqué tout au début par le précédent intervenant. Vous voyez des flambées de cas, en fait, avec des cas qui se contaminent de proche en proche pendant toutes les premières semaines, tout le mois d'août. Et puis ensuite, vous voyez le début d'efficacité de ce qui est mis en place en termes à la fois d'abattage systématique des foyers, mais sur l'ouverture. Vous voyez une chute drastique là, sur 7-8 semaines, tout l'été jusqu'à la rentrée, objectivement, où on voit qu'avec l'immunité vaccinale, on a vraiment très très peu de cas qui se déclarent. Et puis ensuite, on recommence avec de nouveaux foyers dans les Pyrénées-Orientales et dans le Jura. Donc Pyrénées-Orientales, vous savez que c'est aussi un développement qui est à cheval sur l'Espagne, et dans le Jura. Et puis ensuite, on continue avec des nouveaux cas au fur et à mesure sur les différentes semaines. On est avec un taux de contamination qui est plus faible, vous le voyez. Mais ce qu'on fait apparaître là clairement en rouge, c'est le fait qu'il y a régulièrement des sauts de plusieurs centaines de kilomètres entre les zones dans lesquelles on est en train de faire les dépeuplements, les mesures de contrôle des mouvements et les vaccinations, et puis la survenue des nouveaux cas. Quand on arrive à appliquer correctement la stratégie de lutte, on additionne un certain nombre de mesures. La première, et elle est essentielle, c'est la détection précoce. Et j'insiste un petit peu dessus parce que en réalité, elle dépend essentiellement des éleveurs, car c'est les premiers à être en mesure de repérer les premières lésions ou de repérer les premières chutes de production ou les hyperthermies. Ensuite, après la vérification par les vétérinaires et le contrôle virologique, la vérification que les animaux sont effectivement contaminés, le dépeuplement du foyer. La troisième mesure, c'est celle qui concerne la biosécurité, donc la mise en place des zonages qu'on a vu tout à l'heure, zone de protection et zone de surveillance, dans lequel on a un contrôle des mouvements. Donc l'objectif, c'est d'éviter l'extension à partir du foyer. Et la vaccination qui est obligatoire et qui vise à la fois à protéger la santé des animaux qui sont dans la zone et à éviter, en anneau, cette vaccination, à éviter que la maladie se développe à l'extérieur de la zone qui est réglementée. Évolution de la situation, on continue à avoir une maladie active dans les zones réglementées qui sont dans les Pyrénées-Orientales et dans le Doubs.
On vous a indiqué les 2 derniers foyers notifiés. Donc, le 28 novembre, foyer dans le Doubs lié à un mouvement irrégulier. Le 30 novembre, même chose à Pyrénées-Orientales. Surtout aujourd'hui, ce matin, si vous avez regardé les infos, on a un nouveau cas qui vient d'être détecté dans l'Ariège à une centaine de kilomètres des foyers qui sont dans les Pyrénées-Orientales et qui va aboutir à la mise en place d'une 6e zone réglementée qui va mordre sur Haute-Garonne et Aude, en plus du département de l'Ariège. Et évidemment, on va mettre en place les mêmes mesures dans le foyer concerné et les mesures également au-delà du zonage de vaccination obligatoire. 100 km, ça veut dire qu'on est encore sur un déplacement d'animaux qui sont porteurs du virus et qui aboutissent à la survenue de nouveaux foyers. Ce point-là pour vous rappeler sur quoi s'appuie la stratégie de lutte et qu'est-ce qu'elle vise. L'objectif, c'est bien de supprimer au plus vite toute source de virus. Et le virus, on l'a vu, il est dans les animaux malades, il est sur les pièces buccales des insectes piqueurs, il est potentiellement un petit peu dans l'environnement si on a des litières qui peuvent être contaminées, par exemple. Et donc l'objectif, c'est clairement la source principale, ce sont les animaux malades. Donc on va avoir dès la détection la nécessité de mettre en place très rapidement les 3 mesures qui sont citées sur cette diapositive. La première, c'est le dépeuplement total des bovins qui sont présents dans la même unité épidémiologique. Donc ça veut dire des bovins qui vivent ensemble, qui sont soumis entre guillemets au même risque. L'objectif, c'est d'éviter la multiplication du virus au sein des animaux qui sont malades. La mise en place des zones réglementées dans lesquelles on a des exigences de biosécurité, de restriction de mouvement. Alors, on essaye de limiter la diffusion. Et puis, la vaccination massive, rapide et obligatoire de tous les animaux qui sont autour des foyers dans la zone des 50 km. Et c'est la mise en place de l'ensemble de ces mesures qui a permis, vous vous souvenez dans la première diapo que je vous ai montré tout à l'heure, cette chute importante de la déclaration des différents foyers. Je reviens aussi très rapidement sur les retours d'estive que vous avez évoqués tout à l'heure, puisqu'on avait des animaux de la région qui étaient partis en estive et qui restaient bloqués dans les zones réglementées de Savoie à l'approche, après la rentrée de septembre-octobre. On vous a indiqué ici, on avait 2 types d'animaux. En fait, on avait des animaux qui étaient en pension, puis on avait des animaux en alpage qui sont revenus progressivement, d'abord descendus des alpages et installés en pension dans la zone réglementée dont ils ne pouvaient pas sortir. Et ce travail, il a pu être fait par un gros travail qui a été conduit par les chambres départementales d'agriculture des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, qu'il faut vraiment saluer ce travail qui a permis de trouver des hébergements, entre guillemets, enfin en tout cas des éleveurs qui étaient en mesure d'accueillir ces centres d'estive pour des animaux qui ne pouvaient pas rejoindre nos départements. Et puis ensuite, à partir du moment où on est passé en zone vaccinale dans la zone des Savoies et que les mouvements ont été de nouveau réautorisés, sous condition, je le rappelle, avec notamment des laissez-passer sanitaires, les retours progressifs des animaux dans leur cheptel d'origine. Je précise qu'il nous manque quand même l'information pour 5 élevages qui étaient en alpage et où on n'a pas encore récupéré les laissez-passer sanitaires. Un petit focus sur le foyer du Doubs, rapidement, pour vous dire qu'il y a eu pas mal de discussions sur le fait que cet élevage était abattu malgré le fait qu'ils avaient été vaccinés, les animaux. Ce qui apparaît clairement, c'est que dans les animaux qui ont été abattus, il y a des animaux qui présentaient des lésions et des lésions qui n'étaient pas récentes. Dans les lésions qui ont été constatées, elles ont été datées à plus de 3 semaines, présentes sur 3 autres animaux. Et
Et ce qui apparaît assez clairement, c'est qu'en réalité, la maladie, elle ne s'est pas déclarée 35 jours après la vaccination. En réalité, il y a eu une vaccination qui a été faite sur des animaux dont certains étaient déjà en incubation, donc déjà porteurs du virus, ne présentant pas de signes de maladie, mais que pour autant, le temps que la couverture vaccinale se mette en place, en réalité, les animaux ont été contaminés et sont tombés, pour certains, malades. Sur les actions qu'on fait, nous, on est en mesure d'effectuer des vérifications de mouvement des animaux dans les bases de données. On fait un certain travail aussi de cartographie et on diffuse des informations dans une petite lettre sur les maladies vectorielles que l'on actualise régulièrement et que l'on transmet à l'ensemble des partenaires. On a un lien avec les GDS et les chambres d'agriculture, évidemment, et on a pas mal échangé avec eux sur la question des acides et des pensions dont je viens de parler. On a assuré aussi un suivi des laissez-passer sanitaires et une sensibilisation des éleveurs en lien avec les VDPP. Et on participe, comme aujourd'hui, à un certain nombre de réunions. Notre travail aussi en tant qu'échelon régional, c'est de pouvoir faire remonter des informations au cabinet du ministère quand on a des problématiques particulières et à l'inverse, de vous redescendre des informations dès qu'on en dispose. On vous avait prévu également sur la diapo suivante, voilà, quelles sont les conditions qui permettent aujourd'hui de sortir des zones vaccinales, donc les zones bleues qu'on a vues tout à l'heure sur les cartographies, pour aller dans la zone indemne, donc la zone blanche. Vous voyez qu'elles sont contraignantes en matière de détention au sein du cheptel. Vous devez avoir des animaux qui y sont restés depuis au moins 28 jours. Pourquoi 28 jours? Parce que c'est la durée qui est prévue dans le Code international sur les maladies animales, qui est la durée d'incubation qui est retenue. Donc, c'est la période pendant laquelle un animal est porteur du virus, mais ne présente pas encore de symptômes. Vous devez avoir un animal qui a été vacciné contre la DMC depuis au moins 28 jours. Il doit avoir subi un examen clinique par un vétérinaire et ce vétérinaire doit lui avoir ensuite, la direction départementale doit, sur la base de l'ensemble de ces informations, vous avoir donné un laissez-passer sanitaire. Donc ça, c'est les conditions pour pouvoir sortir de la zone vaccinale en direction de toute zone indemne en France. On vous a mis sur celle-ci les conditions générales aux échanges. Donc, celles-là, elles sont directement liées à la réglementation européenne. On retrouve celle qu'on vient de voir pour se déplacer en France. Et puis, vous avez sur le certificat spécifiquement ce qui est lié au foyer à plus d'1 kilomètre et la vaccination depuis plus de 60 jours dans un rayon de 50 kilomètres. Sachant qu'ensuite, il y a des conditions particulières qui ont été négociées pour un certain nombre de marchés où on envoie régulièrement des bovins, sur la diapo d'après. L'Italie, le marché vient d'être rouvert au 8 décembre, pour la Suisse également, avec des conditions additionnelles. Sachez que pour l'Espagne, les derniers échanges qui ont lieu en ce moment, on espère pouvoir ouvrir également, mais sans doute aussi avec des conditions additionnelles par rapport à celles que on vous a montrées sur les échanges classiques, donc ceux prévus par la réglementation européenne. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir répondre à quelques questions dans les 10 minutes où on peut encore être avec vous, et je vous prie de m'en excuser, mais on n'a pas pu reculer davantage le rendez-vous que nous avions avec le préfet de Vaucluse. Oui, bonjour. Donc, il y a 2 questions principales dans le chat. Savoir déjà pourquoi ne pas étendre le vaccin à la France entière au lieu d'attendre qu'un foyer se déclare. Et ensuite, est-ce que les animaux déplacés sur l'Ariège étaient vaccinés ou pas? On n'a pas encore cette info.
Alors, pour l'Ariège, objectivement, on a uniquement la dépêche qu'on a eue ce matin. On sait juste le type de troupeau et on n'a pas d'informations supplémentaires à ce stade, me semble-t-il. Alors après, soit on a un mouvement d'un foyer ou d'une zone réglementée avec des animaux qui sont potentiellement porteurs du virus, vraisemblablement pas porteurs de signes de maladie, qui ont été déplacés. Voilà. C'est sans doute, en tout cas de prime abord, la piste qui est en cours de vérification actuellement. Et pourquoi est-ce qu'on fait abattre l'ensemble du troupeau? Pourquoi est-ce qu'on fait abattre... C'est surtout pourquoi ne pas étendre la vaccination à l'ensemble de la France. Je crois qu'il y a des éleveurs qui aimeraient plus d'explications. Oui. Alors, c'est un des sujets d'ailleurs qui a dû être évoqué au CNOPSAV d'hier par la ministre, parce que le sujet d'étendre la vaccination à l'ensemble de la France, en fait, il y a deux logiques dans la vaccination. Il y a soit on vaccine pour éradiquer, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On fait de la vaccination en anneaux autour des foyers, dans les zones qui sont situées autour des foyers pour contenir la diffusion. De ce fait, la vaccination est obligatoire et on priorise les envois et toutes les réceptions de vaccins vers les zones où la vaccination est obligatoire. Si on est dans une logique de vacciner France entière, on n'est plus dans une logique d'éradication en tant que telle, on est plus dans une logique de vaccination à visée préventive, on va dire. C'est par exemple ce qui se fait actuellement en Corse, où la proximité des foyers avec la Sardaigne expose beaucoup le cheptel corse. En même temps, en Corse aujourd'hui, à date, il n'y a pas de foyer, hein, donc on est bien en zone indemne, et une vaccination qui s'est mise en place de façon préventive, on va dire. La question de vacciner de façon préventive toute la France, en fait, il faut avoir en tête que la réglementation européenne, elle prévoit la vaccination dans 2 cas, uniquement il n'y a que 2 possibilités pour la réglementation européenne, celle qui s'applique en France d'ailleurs. C'est soit la vaccination est obligatoire, soit elle est interdite. Parce qu'on est dans cette logique d'une maladie qui n'est pas présente sur le territoire européen et qu'il faut éradiquer. Les 2 cas dans lesquels elle peut être imposée, donc les 2 cas dans lesquels elle peut être obligatoire, c'est il y a une présence de foyer dans une zone, et donc c'est la logique où on est aujourd'hui et où on vous a expliqué pourquoi on vaccine actuellement dans certaines zones et pas partout, mais c'est parce qu'on vaccine en anneaux autour des foyers, soit parce qu'il y a un risque important d'introduction du virus dans une zone concernée, même en l'absence de foyer. Et là, c'est le cas de la Corse que je viens de vous expliquer. Le reste du temps, la réglementation aujourd'hui, elle ne permet pas, à ce stade, de vacciner partout en France. Le deuxième point qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, c'est que quand vous vaccinez, quand vous êtes dans une zone vaccinale, quand vous vaccinez vos animaux, derrière, il y a énormément de contraintes sur les mouvements d'animaux. Et il y a aussi des contraintes pour certains pays importateurs, au-delà des animaux, des contraintes sur les produits issus de ces animaux. Par exemple, on a comme information que quand vous êtes producteur laitier dans une zone vaccinale, vous ne pouvez plus exporter vers un certain nombre de pays tiers les produits au lait cru, parce que dans les conditions d'importation de ces pays-là, ça doit provenir d'une zone indemne. Et donc, il faut avoir présent à l'esprit que dès que vous êtes dans une zone vaccinale, si vous voulez sortir des animaux de la zone vaccinale, vous avez des contraintes sur le fait d'être détenu
dans la zone, dans le cheptel où vous êtes vacciné depuis au moins 28 jours. Vous devez être vacciné depuis au moins 28 jours. Il doit y avoir une absence de foyer autour de vous depuis au moins 3 mois dans les 20 km. Une vaccination depuis au moins 60 jours dans les 50 km. Donc c'est extrêmement contraignant et c'est pour ça que hier, la ministre, dans la réunion qu'il y avait au niveau national avec l'ensemble des organisations professionnelles nationales, a évoqué cette question de est-ce que la vaccination doit ou peut être étendue plus largement sur l'ensemble du territoire et a engagé des travaux de vérification de l'impact d'une modification de la stratégie. Donc, de regarder qu'est-ce qui se passe si on reste comme on est aujourd'hui, on applique la stratégie strictement, parce qu'appliquer strictement, on a vu ce que ça a donné cet été dans les 2 Savoies. En 5 semaines, ça a permis de passer de la zone réglementée à une zone vaccinale. Donc, quand on applique très strictement la détection précoce, le dépeuplement précoce des foyers, le zonage avec les restrictions de mouvement, la vaccination en anneau, quand on fait ça de façon très stricte, on voit que ça fonctionne. Et on voit aussi, par la multiplication là des derniers cas que je viens de vous expliquer, que le maillon le plus sensible, c'est le respect des interdictions de mouvement. Et que c'est ce point-là sur lequel il faut vraiment être extrêmement vigilant. Hier, dans la réunion que la ministre a eue avec les préfets, hier matin, elle a lourdement insisté sur ce point et demandé qu'il y ait des contrôles qui soient faits sur les mouvements d'animaux, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'animaux qui bougent, alors qu'ils devraient, ou sans respecter en tout cas, les conditions d'interdiction de mouvement qui sont actuellement en vigueur, ou sans respecter les conditions pour les mouvements autorisés, telles que je viens de vous les décrire, mais qui sont extrêmement contraignantes. Juste, notre question, c'était pour savoir les mouvements d'animaux. On parle de mouvements d'animaux, est-ce qu'on parle de mouvements d'animaux de chevaux, de bétaillars? Les mouvements des éleveurs ou de vétérinaires entre différents sites, ça peut être pris en considération. Et une autre question, il y a un éleveur qui pose la problématique de la parallèle avec la best-notiose. Est-ce qu'on peut faire un parallèle et voir qu'il a, à l'époque, comment ça a été géré et est-ce qu'on peut avoir un système parallèle avec cette maladie? Oui. Alors, en fait, sur la base-notiose, en fait, la question est une question de classification de la maladie. Donc, la BNC est une maladie à classification obligatoire parce qu'elle est absente de l'Union européenne. Donc, ce qui explique que ce n'est pas le même statut et pas les mêmes mesures qui sont appliquées entre justement la dermatose nodulaire contagieuse et la base-notiose. Voilà. Donc, en fait, on a des statuts réglementaires différents. Et puis ensuite, l'autre question, elle concernait… Les transports avec d'autres animaux. Ah, les transports d'autres chevaux. Voilà, alors en fait, ce qu'a rappelé la FRGDS, c'est que le virus survit peu longtemps sur les pièces buccales des vecteurs. Donc en fait, on est sur la base de quelques heures. Contrairement au Covid qui transmet la fièvre catarrhale-ovine, il n'y a pas de multiplication du virus sur les pièces buccales. Donc en fait, le risque est quand même plus faible. Moi, je tiens aussi à rappeler ce qu'a dit Stéphanie Floto. Le respect des règles concernant les mouvements de bovins, c'est ça qui protège les zones. Et vous avez été, vous éleveurs qui partez en transhumance et qui avez laissé vos animaux en estive et trouvé des solutions pour les laisser dans cette zone, on va dire, ça a été un des moyens d'éviter l'arrivée de la DNC, je pense, dans notre région. C'est ce strict respect et ce que vous avez déployé qui a permis de faire revenir. Donc oui, il y a peut-être un risque de déplacer un vecteur avec un humain, un vétérinaire, un autre animal, mais sur des trajets qui sont longs, c'est quand même, comme l'a rappelé la FRGDS, un animal atteint de DNC, un bovin atteint de DNC qui transporte le virus plus que les vecteurs, plus qu'autre chose.
Juste, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé dans le Doubs pour l'abattage d'un élevage vacciné, en fait? La chronologie, comment ça s'est passé? Nous, on l'a eu au niveau syndical sur un webinaire. Si vous pouvez reprendre la chronologie pour que les éleveurs puissent comprendre. On n'a pas exactement la chronologie. Par contre, effectivement, ce qu'il est apparu, c'est que entre le moment où les animaux sont vaccinés, il faut revenir à ça, entre le moment où l'animal est vacciné et acquiert l'immunité vaccinale, et le moment où il peut être infecté par le virus, il y a une fenêtre, en fait, qui n'est pas... c'est pas le jour où on fait l'injection du vaccin que l'animal est capable de tout de suite de développer son immunité. Donc, il se peut qu'autour du moment de l'injection du vaccin, l'animal soit infecté. Donc, il peut développer des symptômes à la fois pendant que son immunité se fait, il peut y avoir une virémie, et c'est ce qui s'est passé dans le Doubs, où plusieurs animaux ont développé des symptômes. Donc, on en avait 4 autres bovins. Il y avait un bovin donc, qui a lancé un petit peu l'alerte, et puis 4 autres bovins qui présentaient des lésions également. Donc, c'est vraiment ça peut arriver qu'entre le moment où on vaccine, le moment où l'immunité est acquise, il y ait une infection et donc développement de symptômes. Et au moment où il y a le développement de symptômes, quand il y a des symptômes, ça veut dire qu'il y a du virus. Et quand il y a du virus, ça veut dire qu'il peut se transmettre. Donc c'est pour ça que même si, dans l'absolu, les animaux avaient été vaccinés, ils n'avaient pas eu le temps d'acquérir leur immunité vaccinale, ce qui avait amené donc des lésions et des lésions qui favorisent la diffusion du virus. Donc, il fallait éliminer ces animaux malades. Il n'y a pas de... La réglementation ne fait pas la différence entre des animaux... La réglementation ne se fixe que sur les animaux malades. Voilà. Il n'y a pas de différence, comme on peut avoir avec d'autres maladies, sur des statuts infectés, vaccinés, infectés, pas vaccinés, indemnes, etc. Là, c'est malade, éradication. Clairement, dans le Doubs, ce qui apparaît quand même, c'est que la datation des lésions, c'est que ce n'était pas des lésions récentes. Et que ce qui est constaté, c'est qu'au final, quand les examens vétérinaires ont été faits sur les animaux qui ont été euthanasiés, la datation des lésions était plutôt de dire qu'elle datait de 21 jours. Parce que certaines étaient déjà en voie de cicatrisation. Donc, ce qu'on sait sur le Doubs, au final, c'est que le virus de la DNC, il était déjà présent chez les bovins de cet élevage, au moins 3 semaines avant le 28 novembre, donc 15 jours après la vaccination. Et c'est ça, en fait, la fenêtre qui vient d'être évoquée, quand on dit que pour commencer à avoir une immunité efficace, il faut un minimum de 21 jours. Si vous avez le virus qui est présent dans l'élevage à 15 jours, ben votre immunité, elle n'est pas encore atteinte. Et de ce fait, vous avez du développement de la maladie. Et l'enquête elle-même, en revanche, vous savez que dans un foyer, il y a une enquête épidémiologique pour essayer de trouver l'origine du virus. Et l'enquête, elle montrait plutôt que l'origine du virus, c'était lié à l'introduction dans ce cheptel par un mouvement irrégulier depuis le foyer du Jura. Donc, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'il faut avoir en tête 2 choses. La première, c'est qu'il y a des animaux, qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où vous êtes vacciné et le moment où vous êtes protégé, et que pendant ce temps de latence, potentiellement, vous pouvez être contaminé. La deuxième chose, c'est que le contrôle des mouvements, c'est la seule mesure qui est capable d'éviter l'extension sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment le contrôle des mouvements qui fait que vous n'étendez pas les zones où la maladie est présente. Oui. Bon.
on a une question qui nous est souvent posée, c'est pourquoi n'élimine-t-on pas uniquement les animaux malades? Voilà, il serait bien de répondre très clairement à cette question-là. Pourquoi on n'élimine pas que les animaux malades? Et comment on détecte? Ouais, parce qu'un animal malade, alors déjà, comment vous repérez un animal malade? Ça, c'est la première question. Parce qu'il faut distinguer un animal malade et un animal porteur du virus. Un animal malade présente des symptômes. Donc lui, on le voit, on va le tester et on va le trouver positif. Très bien. Vous avez à côté de lui, dans un même élevage, parce qu'il y a des insectes qui se sont baladés et qui sont passés de l'un à l'autre, vous allez avoir à côté de lui un animal qui, lui, est porteur du virus parce qu'il a été piqué, mais il est dans la phase d'incubation, donc il ne présente aucun symptôme. Donc vous allez regarder les animaux et vous pensez que lui, il n'est pas malade. C'est la première chose. Alors qu'en réalité, il est porteur du virus. Ensuite, vous avez quelques animaux qui, eux, ont une sensibilité différente. Ils vont avoir un peu de virus et eux, ils ne sont pas malades et ils ne le seront jamais. Ils sont asymptomatiques, ils n'auront jamais rien. Et puis après, vous avez d'autres animaux qui, eux, ne sont pas porteurs du virus du tout. Donc déjà, pour repérer tout l'objectif, je le redis, hein, c'est il faut éliminer toutes les sources de virus. Donc il faut repérer tous les animaux qui sont potentiellement porteurs d'un virus. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ne présentent pas de symptômes, il y en a qui resteront toujours asymptomatiques. Or, quand on fait nos tests, il faut pouvoir trouver le virus et la personne qui intervenait tout à l'heure pour le GDS a expliqué que c'était compliqué de pouvoir le repérer, notamment dans la phase virémique, donc dans la phase où le virus est dans le sang. Parce qu'à la fois, cette virémie, elle est souvent faible, elle est intermittente, et donc vous pouvez passer à côté. Et si vous passez à côté, vous aurez enlevé que les animaux qui présentent des signes. Et quelques semaines après, vous allez avoir de nouveau des animaux malades, sauf que pendant que le temps où ils vont se mettre à développer leurs signes cliniques, ils auront eu le temps d'être eux aussi piqués par des insectes qui seront allés en piquer d'autres. Donc, dans le même cheptel ou peut-être dans le cheptel d'à côté. Et en réalité, vous aurez pris un temps de retard sur le développement de la maladie et sa diffusion à la fois au sein de votre propre cheptel et dans les cheptels avoisinants, puisqu'on sait que les insectes ils bougent aux alentours sur un rayon, on va dire grosso modo, de 5-6 km autour de là où ils sont. Donc potentiellement en proximité, ils sont aussi allés infecter un autre troupeau. J'espère que j'ai été claire, parce que là, il est 11h10 et il va falloir que l'on court pour être à l'heure chez le préfet. Donc, je veux bien prendre juste une dernière question, mais très très vite, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que la maladie est gérée en Afrique, puisqu'elle vient de là-bas? Je pense qu'on aurait besoin d'un peu d'éclaircissement. Quels sont leurs moyens de lutte? Est-ce que le même protocole est mis en place? Comment est-ce qu'elle est véhiculée là-bas aussi, avec les animaux sauvages, par exemple? Alors, sur la diffusion, c'est de la même façon. C'est assez clair. Il n'y a que les bovins domestiques et sauvages qui sont contaminés. Ça se transmet par des insectes piqueurs de la même façon. Sur les mesures de lutte, il faut que j'aille regarder le code de l'OIE et je n'avais pas prévu de le relire avant de venir, donc je suis désolée. Il faudra qu'on revienne vers vous. Après, le vrai sujet, c'est quand on est en Afrique, c'est une maladie qui est présente de façon endémique et nous, en Europe, on est exempt de cette maladie et on veut le rester. Enfin, c'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Donc c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on applique la réglementation européenne actuellement avec un objectif d'éradication, parce que la réglementation européenne, en fait, elle vise à garder notre statut inderne. On essaye de ne pas avoir sur notre territoire des maladies enzootiques africaines, clairement, ou présentes au Moyen-Orient. Dès qu'on
Voilà. Alors, est-ce qu'on a l'Algérie, par exemple. Ouais. Alors, j'en profite pour vous dire, si vous voulez des renseignements sur ce genre de choses, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, qui a un site sur lequel vous pouvez retrouver le statut de tous les pays et les mesures qui sont mises en œuvre dans tous les pays. Ce site qui s'appelle WAIS. Je vous le renverrai pour les chambres d'agriculture. C'est W-A-H-I-S. Faites W-A-H-I-S-O-I-E sur Google et vous allez le trouver. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur une maladie, vous cochez la maladie et ensuite vous cochez la zone ou le pays où vous voulez savoir ce qui se passe. Si vous regardez, vous cochez Italie, vous allez voir combien d'animaux les Italiens ont abattus, à la fois sur le foyer chez eux en Italie continentale et en Sardaigne. Et puis ensuite, vous pouvez prendre n'importe quel site du pourtour méditerranéen et regarder quel est leur niveau d'avancement dans la gestion de la maladie. Et évidemment, celui qu'on a pris, ça n'est pas précisé. Donc, on ne peut pas vous répondre. Donc, on va vous vérifier sur les normes de l'OIE. Et donc, ça, on vous le fera passer à part. Et un point sur les pays du pourtour méditerranéen, ça, je sais à qui on peut le demander, on pourra vous le faire passer également. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on est dans une zone où la maladie est présente de façon zootique, on ne fait pas du tout de la même façon. L'objectif là, pour nous, c'est bien de rester et redevenir indemne. Écoutez, je vous remercie pour cette intervention et d'avoir pris du temps aussi avec tous les emplois du temps qui sont quand même chargés en ce moment. On a deux autres interventions qui nous attendent, notamment de Bernard Mogenet, donc des Pays de Savoie, et de Bastien Chappé, qui vont témoigner aussi de leur vécu de cet été en tant qu'élus et éleveurs. Et je vous remercie. Merci à vous et désolé encore une fois de vous voir partir aussi vite. Et évidemment, vous me passez les questions éventuelles qui surviendraient dans la suite de la réunion auxquelles vous n'avez pas de réponse. On s'engage à vous répondre très rapidement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que l'on prend quelques minutes pour finir l'intervention du GDS avant de passer au témoignage? Non, on va prendre Bernard Mogenet, si c'est possible. Ok. Bernard, es-tu parmi nous? On a perdu Monsieur Mogenet. Bastien est là, sinon. Bastien. Sinon, donne à... Bastien, ouais. Bastien, tu nous entends, tu es là? Mets le micro, s'il te plaît. Ouais, non, attends, il faut donner la parole à Bernard. On va à 11h30, mais il faut lui activer son micro. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, il est marqué BM, mais C'est à lui de l'activer, son micro, en fait. Voilà. Monsieur Mogenet, si vous pouvez activer votre micro, ça devrait marcher. Est-ce qu'il n'y a pas encore un truc d'enregistrement ou je ne sais pas quoi là? Non, vous n'avez rien touché? Ben, il est coupé, mais il peut le rallumer là. Il n'y a que lui qui peut le ranimer. Il faudrait peut-être lui envoyer un message. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je ne vous entends plus du tout. Donc voilà, tant mieux si vous m'entendez. Donc juste vous faire un peu le retour d'expérience de ce qu'on a vécu dans nos départements quand ça nous est tombé dessus fin juin. Enfin, vous dire quand même que c'est quelque chose de très violent. C'est pas une maladie anodine quand même. Je pense que ça l'a été un petit peu dit, mais moi je vais quand même clairement insister là-dessus. C'est une maladie qui est violente, qui rend gravement malade les vaches. C'est ce qu'on a pu vivre dans les élevages qui ont été touchés. C'est ce qu'on a vu aussi au moment des dépeuplements. Donc voilà, nous, on a eu une grosse mobilisation surtout à travers la Chambre d'agriculture, la MSA, le réseau. Donc on a notre réseau Réagir entre la Chambre d'agriculture, la MSA, qui s'est énormément activé pour accompagner les éleveurs qui ont été touchés par cette maladie. Sur les Savoies, on a eu
41 élevages de touchés pour 76 cas. Oui, parce que tu as différents cas. Vous dire tout de suite, il y a quand même eu des évolutions rapides aussi sur la réglementation, puisque dès le premier cas, on a obtenu que, enfin, nos réseaux ont obtenu que ce soit uniquement l'unité épidémiologique qui soit dépeuplée, c'est-à-dire quand les animaux n'étaient pas au même endroit, ce qui a permis quand même dans bon nombre d'élevages de pouvoir sauver une bonne partie du cheptel. On a eu très peu d'élevages où il y a eu un abattage au final en plusieurs lots de l'ensemble du cheptel. Donc ça a été voilà, une vraie victoire déjà de pouvoir limiter tout ça. Et puis voilà, donc l'accompagnement, je pense qu'il y a l'accompagnement, j'y reviens beaucoup parce que c'est quelque chose qui est important. Et on a vu que c'était quand même une des conditions de la réussite de ce protocole. Le protocole qui a été proposé par l'État, voilà, je pense que nous, on l'a accepté en tant que tel parce qu'on a bien compris que c'était une maladie qui était grave et qu'il fallait l'éradiquer rapidement. Parce que vu les dégâts que ça faisait dans les élevages, dans les cheptels, vous avez vu ce qui a été présenté sur la rapidité dans le premier élevage qui a été touché. Et nous, sur les Savoies, effectivement, quand on a été le premier détecté, on était déjà bien en retard par rapport à la maladie, puisque on estime que la maladie, elle circulait peut-être chez nous à bas bruit depuis déjà au moins le mois de mai, et que là, ça a vraiment explosé fin juin par l'activité forte des vecteurs, les grosses chaleurs. Voilà, donc il y a peut-être eu des petits accros avant, mais qu'on n'a pas su, qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas été vus. Et donc derrière, il fallait qu'on court après la maladie. C'est pour ça aussi l'explosion des cas qu'on a pu avoir localement. Donc pour accompagner les éleveurs au mieux, dès le premier jour, dès le 29 juin, quand voilà, on a été contacté au niveau, le président de la Chambre d'agriculture a tout de suite mis en œuvre donc, notre cellule réagir. On a des éleveurs qui sont formés pour accompagner dans des moments difficiles dans les exploitations. Donc l'important, c'est que l'annonce, et c'est quelque chose de très difficile à vivre pour un élevage, l'annonce, elle a été fortement faite par les services de l'État, mais à chaque fois accompagné d'un responsable professionnel qui est engagé dans cette cellule réagir pour accompagner l'éleveur, voire d'un responsable professionnel proche de l'éleveur pour l'accompagner dans ces moments-là, d'un travailleur social de la MSA, parce que c'est quand même un gros choc et c'est violent. Parce que voilà, on est tous attachés à nos élevages, on est tous éleveurs, donc on voit tous l'impact que ça peut avoir. Et puis derrière, cet accompagnement, ce n'était pas simplement au moment de l'annonce. Hein. L'accompagnement, il a été tout au long de la période et encore maintenant aujourd'hui. Hein. L'ensemble des éleveurs qui ont été touchés, ils restent en contact avec ces personnes qui l'ont accompagné depuis le premier jour pour l'accompagner dans toutes ces démarches et dans tout ce qu'il a à vivre au quotidien et surtout de pouvoir parler à d'autres éleveurs. Voilà, il y a eu aussi tout ce qui a été mis en place par la MSA d'accompagnement psychologique dans ces moments-là. Après, vous dire que nous, avec le recul, nous, on n'a pas de regrets parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est bien le triptyque qui fait que ça marche. Hein. Ça a été très compliqué à vivre dans bon nombre d'exploitations aussi, tout ce qui est blocage des mouvements. Mais c'est bien à travers ces trois piliers, hein, le blocage des mouvements, le dépeuplement, et puis surtout derrière la vaccination, j'y reviendrai, efficace derrière, qui a permis qu'on ait pu regagner la vitesse sur la maladie et stopper la maladie localement. Malgré tout. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà, parce que et vous dire qu'avec le recul, nous aujourd'hui, c'est à peu près 1800 bovins qui ont été abattus sur la zone, c'est-à-dire moins de 1%. J'ai bien moins de 1% de la population de bovins qui étaient dans la zone concernée. Comme tout à l'heure, on nous parlait de au moins 10% de mortalité. Hein, ça pourrait pu être bien pire parce que quand on a vu le premier élevage où le dépeuplement a lieu le 29 juin. L'abattage a eu lieu le 30 juin. Voilà, en une semaine, 90% des animaux étaient touchés. Moi, donc, j'étais sur le premier dépeuplement. On était là pour accompagner l'éleveur. On a toujours fait pour que, voilà, si l'éleveur le souhaitait, on a toujours fait pour qu'il y ait des agriculteurs, d'autres éleveurs autour de lui qui puissent être présents pour faire le sale boulot le jour où il fallait le faire. Pour qu'il ne soit pas obligé de rester, après c'était son libre choix, qu'il ne soit pas obligé de rester pour vivre ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est violent de vivre ça dans son élevage, c'est pas simplement charger des canons et puis d'aller faire abattre ailleurs, mais clairement le faire dans l'élevage, c'était aussi une nécessité pour éviter la propagation de cette maladie. Mais voilà, sur cet élevage-là, effectivement, quand on voyait l'état des animaux, on ne se posait pas beaucoup de questions.
On n'avait pas de questions à se poser sur le fait qu'il fallait éradiquer cette maladie vu la violence que ça pouvait avoir. Voilà. Et puis derrière, donc, il y a eu cet accompagnement et ce travail de fait, détecter les foyers. Moi, je pense qu'on a eu la chance aussi et c'est des messages qui ont pu être passés, mais on a eu la chance aussi d'avoir tous nos éleveurs ont été hyper responsables et n'ont rien caché, ont toujours dit, malgré qu'ils connaissaient les conséquences que ça allait avoir sur l'élevage derrière, hein, mais ils ont toujours dit quand ils voyaient des cas sortir, et je pense que ça, c'est hyper important, parce que c'est aussi ce qui permet de stopper la maladie à cet endroit-là, d'être le plus rigoureux possible. Et puis après, derrière, on a pu avoir la vaccination rapidement quand même. Il faut redire quand même, on l'a eu le 18 juillet, on pouvait attaquer à vacciner, alors que le premier cas était sorti le 29 juin. Je veux dire, même nous, en tant que responsables, on a été surpris de la rapidité de l'arrivée des vaccins. Et ça a été une vraie course contre la montre. Donc, ça a été une grosse mobilisation de nos réseaux. Alors, beaucoup les JA, ils témoigneront après, mais beaucoup les JA et nos réseaux syndicaux qui se sont mobilisés. Une grosse opération de solidarité de la part de départements extérieurs qui nous ont fourni le matériel nécessaire parce qu'on n'était pas forcément équipés pour faire de ces choses-là en alpage, dans les prés et partout, donc en couloir de contention, en matériel de contention, en matériel pour faire le nécessaire. Donc voilà, tout s'est organisé très vite via nos réseaux autour des cliniques vétérinaires. Et là aussi, on a eu des vétos qui ont été super engagés et qui ont fait le job presque jour et nuit, et surtout samedi, dimanche, tous les jours, ce qui a permis qu'on a pu arriver rapidement à une couverture vaccinale importante, parce que l'enjeu, c'est ça aussi, c'est qu'on ait une couverture vaccinale qui soit la plus forte possible et le plus rapidement possible. Ça répond peut-être un peu aux questions, mais le fait, c'est pour ça qu'il faut aussi le faire dans un périmètre rapproché. On s'est aperçu aussi que les gens sont beaucoup plus prêts à se mobiliser à vacciner quand on est hyper concerné par la maladie. Tout de suite, quand on voyait notre zone concernait aussi les départements de l'Isère et de l'Ain, quand on s'éloigne plus, et même quand on s'éloigne un peu plus de là où il y a du foyer et qu'on n'a pas vécu des foyers proches de chez nous en direct, c'est plus compliqué de se mobiliser pour aller faire la vaccination, surtout dans des conditions qui étaient quand même extrêmes. Hein. On l'a fait partout, en alpage et autres. Il y a des endroits où on a héliporté le matériel de contention pour pouvoir le faire jusqu'au sommet des alpages et surtout pas bouger les animaux pour pouvoir faire cette vaccination dans les meilleures conditions possibles. Donc ça a été un vrai enjeu, un vrai challenge, donc qui a été plutôt bien relevé. On est plutôt content de tout ça. Et puis derrière, cet accompagnement aussi des éleveurs au quotidien derrière, ça a été aussi pour leur repeuplement. Donc aujourd'hui, on est reparti sur, grâce à tout ce qui a pu être mis en place et de stopper cette maladie, on est reparti sur du repeuplement. Aujourd'hui, 90% des cheptels, des éleveurs ont repeuplé et sont partis. Alors, c'était majoritairement de la production laitière, mais ils sont quasiment tous repartis en production laitière. À part, il y a eu quelques éleveurs à la marge, mais parce que forcément, quand ils arrivaient en fin de carrière ou qu'ils avaient déjà des projets d'arrêter, ça a accentué, ça a accéléré peut-être un petit peu les choses autres, mais globalement, quasiment tous les éleveurs sont repartis et ont repeuplé. Ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que ça a été aussi un gros effort de solidarité de la part de tous. Ça a coupé, non? Bernard, on t'entend plus? Évidemment, c'est dans le 05 qui nous entend. Dans le 05, vous entendez ou pas? Oui, on vous entend, c'est Bernard qu'on a dû perdre. Au pire, il faut passer aux IA, quoi. Bastien, c'est possible. Oui, bonjour à tous. Donc Bastien Chappet, je suis JA Haute-Savoie. Alors nous, oui, JA, comment on a été impliqué dedans on a été, pas syndicalement parlant, on a été par solidarité avec nos collègues. Nous, tout de suite, dès le début, moi je suis plus côté Haute-Savoie, donc le premier cas en Haute-Savoie, il est arrivé aux alentours du 10 juillet. Je suis un adhérent, un membre de bureau. Notre président était présent au moment de l'annonce. Donc, comme a dit Bernard, on a à chaque fois mis responsable réagir, la MSA et des agriculteurs locaux
pour l'annonce, pour aider les services de l'État à faire ce travail qui était quand même pas évident, qui était inédit pour la plupart. Et nous aussi pour rassurer les éleveurs que certaines questions qu'ils pouvaient avoir au moment de l'annonce ou par la suite puissent les poser plus librement à l'éleveur, enfin à l'agriculteur local qu'ils connaissent. C'était plus simple pour les échanges. Et donc tout de suite, on avait été un peu clair, nous, avec les services de l'État, en disant que on dit GIA, mais c'est pas, enfin, faut pas le prendre en tant qu'étiquette syndicale, hein, c'est le réseau GIA, donc les jeunes ils restent tous dedans. On était d'accord pour participer aux annonces à toutes ces choses-là. Par contre, on voulait pas faire le sale boulot. C'est pas à nous de le faire et que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Hormis quelques exceptions, c'est si les éleveurs souhaitaient être sur place, on pouvait pas les laisser assister à ce moment si dramatique sans être là pour les soutenir. C'est ce qui s'est passé sur le premier dépeuplement en Haute-Savoie. Moi, personnellement, j'y étais présent pour notre adhérent. Et puis ensuite, bah voilà, c'est après le 10 juillet et notamment, je m'en rappellerai toujours, hein, le dimanche 13 juillet, où ça a pété donc sur le deuxième foyer Faverges, qui est mon canton. Là, ça a été une catastrophe. En fait, on a l'impression que la maladie a pas fonctionné pareil en Savoie, où ça a été plus long à se déclarer, mais sur le côté de Faverges, ça a été un boom immédiat. On s'est vite rendu compte que les services de l'État, entre les annonces, entre le sale boulot du dépeuplement, ils allaient être dépassés et que dans un souci d'éradication de la maladie au plus vite et mine de rien pour les éleveurs qui devaient soit d'abattre, fallait que ça aille vite quand même, fallait pas les laisser 3-4 jours entre le moment de l'annonce et le dépeuplement. On allait devoir participer à ce travail. On a fait quasiment l'intégralité des annonces et quasiment l'intégralité des dépeuplements. Déjà, donc on l'a été dans un souci d'éradiquer la maladie au plus vite, mais aussi parce que les éleveurs, ils ont, enfin, sur le canton de Faverges, mais globalement dans les Savoies, ils ont, à chaque fois on leur a annoncé qu'ils avaient un cas positif, donc déjà ils avaient fait la démarche de déclarer tous leurs suspicions et on se rend compte que c'est pas partout pareil. À chaque fois, la raison qu'ils nous donnaient d'accepter vite le dépeuplement, c'était de protéger leurs voisins. Ils ne voulaient pas avoir cette culpabilité de laisser traiter la maladie chez eux et que ça saute aux voisins. Voilà. Malheureusement, sur le canton de Faverges, quasiment, j'avais les chiffres, mais c'est 9 élevages sur 15, dont 6 troupeaux laitiers qui ont été abattus. Voilà, la maladie, elle était plus vite que ce qu'on pensait. Et on a fait le sale boulot de l'organisation du dépeuplement à la réalisation, parce que les services de l'État étaient dépassés et que si on mettait pas la main à la pâte, la maladie, elle allait prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Et en parallèle, donc, comme a dit Bernard, on a eu le vaccin au 18 juillet. En parallèle de faire les annonces des développements, on s'est occupé de la vaccination grâce à la solidarité aussi de notre réseau national. Il faut avoir peur de le dire, JA FNSEA, sur les matériels ou même les téléphones qu'on a reçus de gars qui voulaient faire des voitures pour venir nous aider. La vaccination, elle a été efficace et très rapide parce que tout le monde s'est impliqué à 200% dedans, même nos vétérinaires. Donc au début, on voulait faire un peu par canton JA, on s'organise, on met en place un plan. La réalité, c'est que côté vétérinaire nous ont appelé le 18 au soir en disant on attaque demain matin à vacciner. Tout le monde a fait ses bétaillères, les râteliers, les couloirs. On regardait pas les vaches à qui elles étaient, si c'était le voisin à qui je peux pas m'encadrer. Bref, on attrapait les animaux, les vétérinaires, ils arrivaient, ils piquaient, on avançait, on avançait. Ça a été ça un peu jour et nuit, et même les vétérinaires, franchement, faut les remercier parce qu'ils ont fait un boulot là qui était titanesque. Pour la petite anecdote, parce que chez nous, bah, faut le rappeler, mais ça a fait beaucoup de bruit aussi parce qu'il y a eu de la récupération syndicale de ce malheur. Premier qui a été la première personne vaccinée en Haute-Savoie, c'est Christian Convert, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, nous, on n'a vraiment pas regardé le syndical, les ententes ou autres, on a avancé. On a eu quand même quelques fois des situations difficiles puisqu'on a certaines personnes de syndicats autres qui n'ont pas voulu que ce soit les JA qui viennent vacciner chez eux. Au bout de 3 coups de téléphone et puis une fois qu'on était dans la cour, bah, ils étaient bien obligés de nous laisser vacciner les animaux parce que dans un souci de collectif, il fallait aller vite. Donc voilà, et on a aussi tout de suite été en soutien
pas que de nos adhérents, mais de tous les éleveurs touchés par le fait de, comme l'a dit Bernard, ensuite on est repassé souvent sur les exploitations. Parce que moi, au début, le premier, j'avais un peu de gêne à rappeler les éleveurs. Et quand on appelle quelqu'un, en général, on dit bonjour, comment vas-tu? Là, c'était un peu compliqué de le faire. Et le fait de repasser sur les exploitations, que la plupart ont quand même gardé un petit lot de génisses à droite à gauche qui avait Léopard, pareil pour la solidarité du matériel de traite, ils ont pu continuer à traire un petit peu dehors, tout ça. De repasser les voir, de rééchanger. Au fur et à mesure, j'avais des questions sur les suites, les indemnisations, le repeuplement. De repasser les voir, on sentait que ça faisait du bien parce que on ne les laissait pas tomber. Et puis, quand vous avez la culpabilité d'avoir fait le sale boulot chez quelqu'un, vous le gardez longtemps, donc vous essayez entre guillemets, de vous racheter, même si les éleveurs nous ont jamais voulu. Et là, dernièrement, on peut dire aujourd'hui qu'on a quasiment tout repeuplé. Les éleveurs aujourd'hui, ils nous invitent à chaque fois qu'ils rentrent un lot d'animaux dans le troupeau à passer chez eux, boire une bière, boire un café. Moi, sur le dernier abattage que j'ai fait, c'était ne serait-ce que mes anciens maîtres de stage. Quand le troupeau qu'ils ont racheté est arrivé dans la cour, ils nous ont demandé au giga qui était présent sur le dépeuplement de venir. Et ils nous ont fait rentrer, nous, les vaches dans le bâtiment. Donc voilà ce qu'il en est sur la participation qu'on a faite. Et après, je ne sais pas si c'est plus ou moins le but de la visio, mais quand même avoir un petit mot au réseau syndical. Pour avoir conscience que nous, pendant tout cet été-là, on a vraiment peut-être fait abstraction de notre réseau, que ce soit sur la communication ou sur toutes ces choses-là, parce qu'on était dedans, en plein dedans, et qu'on n'avait pas l'énergie de faire autre chose. Et qu'à force de persévérance et par le biais de ces petites visios ou de coups de téléphone ou même d'organiser des réunions en local avec les éleveurs touchés et d'élargir ces réunions, c'est bien le temps et la discussion qui font ramener les gens à la raison. Le sacrifice que les éleveurs ils ont fait, ils l'ont pas fait pour être considérés, comme le dit la ministre, comme des héros, surtout pour protéger l'ensemble du territoire français. Nous, les éleveurs qui ont abattu chez nous aujourd'hui, ils sont déçus de voir que la maladie elle navigue sur le territoire parce qu'ils disent on a fait le boulot, mais en fait ça n'a pas suffisamment marché. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Donc voilà, il faut pas s'inquiéter et prendre peur tout de suite si le réseau il part un peu dans tous les sens. C'est juste de la peur et de l'inquiétude et ça se comprend. Mais il faut continuer à dialoguer, faire ces visios, ces coups de téléphone, toutes ces choses-là. Et c'est seulement ça, le temps et la discussion qui font ramener les gens à la raison. Après, si vous avez des questions, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Dans le 05, vous avez des questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions du chat? On remercie Bernard et Bastien d'avoir pris du temps parce que c'est vrai que vous avez mangé de la DNC pendant tout l'été et je pense que vous aimeriez passer à autre chose, mais c'est vrai que pour essayer de mieux comprendre, de savoir par quoi vous êtes passé, ça peut aussi être des fois rassurant, des fois inquiétant, mais ça permet d'avoir un peu des réponses. Tant que j'ai la parole, je suis quand même assez déçu que l'État ne puisse pas rester plus longtemps pour répondre aux questions, vu la situation et l'inquiétude. C'est vrai que nous, notre job des responsables et d'élus, c'est de mettre en relation les questions et ceux qui peuvent apporter les réponses. Alors peut-être que le GDS pourra aussi apporter certaines réponses, mais on n'est pas des scientifiques. Notre but, c'est vraiment de diffuser l'information et d'éviter notamment sur les réseaux sociaux, il se dit tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on communique aussi peu sur les réseaux, parce que en fait, ça part en sucette assez rapidement, avec des personnes qui comprennent rien ou qui connaissent pas les situations, donc on participe pas à ça. Et après, pour les questions qui n'ont pas été répondues en totalité, peut-être que il faut qu'on puisse mettre en place une foire aux questions et qu'on puisse faire des réponses aussi ou écrites ou visio. Florian,
Oui. Juste, je te coupe. Nous, en présentiel, on a la DSPP qui peut répondre à des questions s'il y en a encore. Voilà. Partie état, quoi. Fanny, je pense que tu peux prendre la parole. Je comprends. Bonjour, Vous je ne avez- sais pas si vous m'entendez. Oui, Vous m'entendez bien? Donc voilà, effectivement, donc je suis Fanny Bassin, je suis la chef du service santé, protection animale, environnement, abattoir à la DSPP des Hautes-Alpes. Et effectivement, je vois dans le chat qu'il y a encore des questions sans réponse et je me propose de répondre à ces questions si cela vous convient. Donc il y en avait une sur la zone réglementée, éventuellement pour l'étendre un peu. Alors en fait, la maladie, quand on fait des bonds de plus de 100 km, c'est bien par des transports de bovins infectés, asymptomatiques ou symptomatiques. En tout cas, ils sont infectés. Les camions, ils peuvent faire 100, 200, 300, 500 km. Donc il n'y a pas de raison d'augmenter cette zone réglementée. Elle a été mise à 50 km, surtout pour éviter les contaminations de proximité par les vecteurs, qui, comme ça a été dit, eux ne font pas des trajets de plus de 10 km maximum. Donc ces 50 km, c'était pour éviter les contaminations de voisinage. Les contaminations par transport de bovins en camion, ça ne peut pas être inclus dans la zone vaccinale. Alors pour les plans Vigipirate, pour les contrôles de mouvement, il y a une circulaire qui a été prise récemment et il va y avoir un renforcement des contrôles routiers sur les mouvements de bovins qui vont être réalisés par les forces de l'ordre en lien avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture. Donc ça, effectivement, ça sera fait. On a transmis aux forces de l'ordre des informations sur ce qu'ils devaient contrôler, puisqu'en DDPP, on n'a pas la compétence de le faire. On n'a pas la capacité non plus de le faire, mais les forces de l'ordre sont présentes et sont bien au courant et ils doivent faire remonter d'ailleurs régulièrement le fruit de leur contrôle. Il y a eu, je crois, dans la région Aura, des procédures pénales qui ont été prises à l'encontre de mouvements qui ont été arrêtés parce qu'illégaux. Donc ça se voit. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que je ne vois pas. Il y en avait une qui faisait le parallèle entre la DNC et la bisnoitiose. Est-ce que tu peux y répondre? Oui, mais comme l'a dit M. Cavalli, ce sont deux maladies qui n'ont pas du tout la même classification au niveau européen. Et par de la même, la stratégie de lutte, elle est forcément différente. Pour vous donner un parallèle avec éventuellement la brucellose, quand il y avait la brucellose de façon endémique en France, la stratégie initiale, elle a été d'abord de vacciner et puis d'abattre les malades. Puis ensuite, vu que ça a donné des résultats, la stratégie a évolué petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est dans un abattage total. En fait, la stratégie, elle se décide en fonction de l'épidémiologie de la maladie. Là, on est dans un cas de figure où on a très peu de foyers. On est encore dans un cas de figure où il faut éradiquer et pour cela mettre des moyens très forts. Si éventuellement, je ne l'espère pas, mais si éventuellement la situation se dégradait, bien sûr que la stratégie devra évoluer. Pour la besnoitiose, ce n'est pas une maladie réglementée par l'État. C'est une maladie qui est grave, c'est sûr, mais les mesures de lutte et les mesures de gestion, elles sont différentes parce que ça n'est pas du tout la même maladie. Même si effectivement les vecteurs sont les mêmes, ce sont deux maladies qui n'ont pas du tout les mêmes obligations réglementaires. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Fanny, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, imaginons qu'on propulse la vaccination à toute la France, de ce fameux délai là qu'on nous fait entendre de 12-14 mois. Tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Et quelles seraient les répercussions sur les élevages? En fait, si on passait, c'est ce qui avait été bien dit en communication du GDS, si on passait à une vaccination France entière, c'est bien si on le fait, c'est qu'on part du principe que le deuxième pilier, c'est-à-dire les restrictions de mouvement, ne sont pas respectées. Donc si on part du principe qu'on vaccine la France entière, c'est parce qu'on part du principe que le pilier, donc ce triptyque dont parlait M. Mogenet, qui était très intéressant, ce triptyque, c'est bien la restriction des mouvements, le dépeuplement et la vaccination.
Donc, si on étend la vaccination à la France entière, c'est qu'on sait que la restriction de mouvement ne sera pas respectée. Et ça n'est pas possible. Après, moi, les délais réglementaires de 14 mois pour sortir de... Ça, non, là-dessus, je n'ai pas d'informations plus précises. Mais non, là-dessus, je ne vais pas pouvoir répondre. Mais je rechercherai l'information et je la transférerai à Stéphane Dutronc, par exemple. Juste, Fanny, c'est Stéphane, hein, pour compléter par rapport à la vaccination généralisée. Donc, c'est une hypothèse de travail de la DGAL. Oui, oui, effectivement, en Knopp-Savière, ça a été discuté. Donc, c'est en réflexion. C'est pas, voilà, c'est en cours de réflexion. Par contre, voilà, c'est vrai que il y a un impact fort, notamment sur les exportateurs de broutards, mais également sur les producteurs de lait cru. Le Canada et la Grande-Bretagne ont suspendu toutes leurs importations de fromage au lait cru à cause de la vaccination. Et c'est à craindre que d'autres pays suivraient. Donc, il n'y a pas que les exportateurs de broutards en Espagne et en Italie qui seraient impactés par cette vaccination, c'est bien toute la filière qui serait fortement impactée par cette vaccination. Mais encore une fois, ça n'est pas impossible qu'on y vienne. Mais encore une fois, les stratégies de lutte, elles évoluent au fur et à mesure de la situation épidémiologique de la maladie. Donc, on attend un petit peu de voir. Voilà, oui, merci. Ouais, ça clarifie un peu. La vaccination est déjà longue à mettre en œuvre. Elle serait obligatoire et en plus avec des conséquences qui sont en train d'être mesurées. Mais pour la totalité de la filière bovine, lait ou viande, qui sont très, très importants, tant qu'on arrive à, on va dire, maîtriser l'épidémie, c'est une des dernières solutions, c'est la vaccination globale, a priori. Oui. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Madame Hortassin sur le chat. Ce serait illusoire de penser que la vaccination France entière, elle se passerait dans les mêmes conditions qu'en Savoie, où, comme le disait M. Chappé, ça a été fait jour et nuit par les vétérinaires. La couverture vaccinale a été atteinte très rapidement, mais c'est illusoire de penser que ce sera le cas si la vaccination est étendue en France entière. Donc, on n'aurait forcément pas du tout la même implication de tous les acteurs, le même engagement et la même rapidité. Donc, on n'aurait pas une couverture vaccinale suffisante pour éradiquer la maladie. Donc, c'est vraiment pas un pilier de lutte qui peut être réfléchi seul. Il faut bien en passer par les deux autres piliers. La vaccination ne peut pas être le seul moyen de lutte. Il sera pas suffisant. Fanny, est-ce que tu peux repréciser, parce qu'il y a eu plusieurs questions, il n'y a pas eu forcément de réponse, les modalités ça a été expliqué en début, mais les modalités de transmission, parce que est-ce que le fumier, est-ce que les chevaux, est-ce que les bétaillères sont des sources de transmission de la maladie? Pour moi, s'il y a un risque de transmission par ces moyens-là, il est extrêmement faible par rapport aux bovins infectés. C'est vraiment ça le plus important. Les vecteurs, donc, ils peuvent infecter les animaux par voisinage. Donc, les vecteurs peuvent éventuellement se retrouver dans un camion. Mais encore faut-il que dans ce camion, il y ait des bovins qui puissent permettre la survie du virus. Encore faut-il qu'à l'arrivée du camion, il y ait des bovins autour de ces vecteurs pour que ces vecteurs leur transmettent les virus. Donc, c'est quand même il y a beaucoup de sites, une probabilité très faible que un transport de vecteurs par un camion sans bovins soit potentiellement à l'origine de contamination. Et par ailleurs, les équidés, ça avait bien été dit qu'au final, ils pouvaient même servir de dilution, c'est-à-dire que si dans un même camion ou autour des bovins infectés, il y a des équidés, ben, finalement, peut-être que les vecteurs vont piquer les équidés et donc pas piquer un bovin. Donc, ça peut permettre de diluer le risque final. En tout cas, les équidés ne peuvent pas transmettre le virus ni le transporter, au contraire. Et juste une question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, sur les indemnisations quand la maladie arrive dans l'élevage, comment ça se passe? Si ça a été mis
Alors là, effectivement, on a un protocole qui est bien rodé suite au cas dans les Savoies. Là, pour l'instant, je sais que c'est plutôt bien d'amuser. Je vais peut-être laisser plutôt la parole à M. Chappé ou M. Mogenet qui auront des informations plus actualisées, plus détaillées que moi. Je ne sais pas si Bernard est toujours là, il est peut-être beaucoup plus précis que moi, mais j'ai quand même 2-3 éléments à vous apporter. Tout d'abord, peu importe que ce soit des bovins laitiers ou des bovins à l'étang, qui doivent être abattus avant le dépeuplement, il y a forcément une expertise qui est faite physique de l'animal visuel. Donc nous, c'était des experts désignés par les races. C'est un petit peu plus compliqué en bovin viande parce qu'on en a beaucoup moins sur les Deux-Savoie et un peu dans le secteur, mais il y a quand même eu quelques lots de bovin viande. Donc ils expertisaient avant dépeuplement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, dans le mois suivant le dépeuplement, je parlerai principalement de bovins laits, parce que j'ai pas forcément les données en bovin viande, mais si vous les voulez, je peux les trouver. Les agriculteurs, ils ont touché un acompte d'environ 2 000 € par bête dépeuplée, pas de différence génisses, vaches, autres, c'était 2 000 € à peu près. Et ensuite, là, on a eu un petit moment de flou parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis, avec les services de l'État, c'était pas clair. Ces dossiers ils ont été retravaillés avec donc, les organismes de sélection des races, les éleveurs qui ont expertisé, la Chambre d'agriculture, pour, dans la plupart des cas, réévaluer à la hausse la valeur des animaux, pour mettre à la fin une valeur définitive sur les animaux. En ce moment, les éleveurs sont en train de tous toucher quasiment la part finale de l'indemnisation des animaux dépeuplés, grâce à un gros travail de la Chambre d'agriculture. Maintenant, il y a la deuxième partie des indemnisations qui est sur la perte d'exploitation, qui de base était basée sur 3 mois après dépeuplement et qu'on a réussi à étendre un petit peu plus. Là, pour l'instant, les dossiers sont encore en cours de montage avec la Chambre d'agriculture et les centres de gestion. Là-dessus, les éleveurs n'ont toujours pas touché d'argent. Et le dernier travail qu'on est en train de mener et qui dépend plus de nous, qui dépend de nos parlementaires, c'est de pouvoir permettre par le projet de loi de finances la défiscalisation justement des indemnités que les éleveurs vont toucher sur les animaux dépeuplés et des pertes d'exploitation. Parce que si c'est pour que dans l'exercice N+1, N+2, ils fassent rattraper par la fiscalisation de ces indemnités-là, autant vous dire que les éleveurs sont contents, quoi. Donc voilà où on en est. Après, il y a eu aussi tout de suite sur la partie financière, mais tout de suite un accord avec la plupart des organismes bancaires de suspendre tous les prêts qui étaient sur les exploitations concernées, de pouvoir faire des prêts de trésorerie si besoin à taux zéro. On a nos conseils départementaux qui ont fait une aide, mais aide directe aux éleveurs en personnel de 3 000 €, puisqu'il y a certains peuvent plus sortir de salaire, abondés par les collectivités. Donc voilà à peu près où on en est. Le fait aussi qu'on ait pu éradiquer la maladie vite et repeupler vite font qu'aujourd'hui les exploitations ont repris et rattaquent à rendre du lait. Donc ça, j'ai envie de dire, le manque des pertes d'exploitation pour l'instant, il n'est pas, on ne voit pas trop sur les Deux-Savoie parce qu'ils ont pu rattaquer tout de suite. Juste sur la perte d'exploitation, est-ce que les assurances, est-ce que les éleveurs étaient bien assurés? Est-ce que ça a joué le jeu sur les assurances ou pas? À niveau perte d'exploitation, parce que c'est pour la suite, quoi. C'est-à-dire les assurances. Ah, mais niveau assurance et tout ça, souvent on ne prend pas en considération la perte d'exploitation. Alors je ne sais pas, vous dans le lait, je pense que les éleveurs s'assurent sur la perte d'exploitation, mais quand on perd un cheptel, on perd aussi une perte d'exploitation sur 2-3 ans suivant les productions. Et voilà. Est-ce que ça a été bien pris en conséquence? Est-ce que les assurances, est-ce que les éleveurs sont bien assurés et est-ce que les assurances jouent le jeu? Oui, alors que ce soit les assurances ou les organismes bancaires, ils jouent tous le jeu et ils mettent tous la main à la pâte. Après, vraiment, c'est un calcul, j'ai envie de dire, simple qui est fait. C'est
sur les 6 mois qui vont arriver là, le calcul n'est pas rentré donc en grande partie, la plupart du temps, le lait, mais tout le produit qui est issu du lait qui n'est pas rentré sur l'exploitation. On enlève les quelques charges qui fait le troupeau n'ont pas lieu d'être. Et les éleveurs seront indemnisés sur ce montant-là final. Calcul un peu bête et méchant, mais pour l'instant, c'est encore en cours de calcul parce que ce soit le plus juste possible pour les exploitations. Au départ, la plus grosse inquiétude des éleveurs, c'était quand même de se faire indemniser les bêtes dépeuplées. Parce que bah, voilà, ils disaient, aujourd'hui, j'ai plus mon troupeau, il faut que j'en rachète un, j'ai pas les moyens. C'est vraiment cette première partie d'indemnisation des animaux dépeuplés qui faisait souci et qui a été vite, et il faut souligner qui a été vite mise en route par l'État. Et là, aujourd'hui, on est 4-5 mois après premier quart en Savoie et on arrive à l'intégralité des versements. Fanny, tu voulais intervenir? Non, pardon, je n'avais pas baissé la main. Sinon, culture rapide. On a eu une question. Oui, on a eu une question en salle et sur le chat. Pourquoi garder, alors c'est peut-être plus à la DSPP, pourquoi garder ce statut de maladie comme ça au niveau européen? Pourquoi pas le déclasser? Pourquoi voilà. Parce que notre objectif, ça reste encore l'éradication. Si on déclasse la maladie, c'est qu'on part du principe qu'il va falloir qu'on vive avec. On n'aura plus la possibilité de mettre autant de moyens, ne serait-ce que financiers, sur cette lutte-là si on la déclasse. Et par ailleurs, c'est pas la France qui décide, c'est la Commission européenne. Donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, il a été demandé plusieurs on va dire, dérogations à la Commission européenne, notamment sur la reconnaissance de zones, sur la vaccination de la Corse. Donc, il y a des choses qui peuvent être demandées à la Commission européenne, mais là, pour le coup, le changement de classification de cette maladie, qui est bien une classification européenne, ne sera absolument pas voulu par les autres États membres et ça n'est pas envisageable parce que ce n'est pas à la main du gouvernement. Et encore une fois, si on veut éradiquer la maladie, il faut qu'elle reste dans cette classification-là. Sinon, on change d'objectif. Oui, bonjour. Pour compléter les propos de la collègue du 05, Anne-Marie Durand d'SPP 04, ce serait reconnaître que la France reconnaisse la perte du statut indemne, ce qui, au-delà de ce que vient d'indiquer Fanny, entraîne des conséquences lourdes en termes d'exportation, notamment vers les pays hors Union européenne. Alors, pas forcément pour les broutards, mais pour tout ce qui est production de fromage, les crus, etc. Donc, il y a des conséquences économiques fortes sur la perte du statut indemne. Ce que je vous propose, c'est que nous essayons de clôturer ce moment s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Attendez. Honneur, si vous en êtes d'accord, de la liste des questions qui sont dans le chat pour qu'on puisse amener des réponses précises si on n'a pas répondu à tout. Très bien. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça permettra aussi de recenser. Même si vous avez des questions qui n'ont pas été posées, vous nous les envoyez et on les diffusera aux services concernés, ce qui nous permettra de pouvoir vous répondre et vous faire un retour. Moi, d'abord, ce que je voudrais, c'est remercier mes collègues du 05, remercier les services de l'État, remercier Nico, remercier Benjamin, Édouard et Floria. Oui, Juju, qui? Non, c'est un tout. Ah, pardon. D'initier cette démarche. Pour la petite anecdote,
Moi, j'ai connu un dépeuplement total de l'exploitation de mon grand-père à bovin à cause de la tuberculose en 2002. Et je sais ce que c'est que de vivre avec un éleveur qui a perdu l'intégralité de son troupeau. Mon grand-père a mis plus de 5 ans à s'en remettre. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est tous sensibles à ce que vous vivez en tant qu'éleveur, à ces craintes, à ces questionnements. Moi, je remercie mes collègues parce que je crois que on voit sur les réseaux sociaux des communications où parfois on veut politiser ce sujet, alors que dans les sujets de crise, les moments de crise, qu'ils soient complexes, compris, incompris, je pense qu'il est important de se serrer les coudes. Il est important aussi de se faire confiance, de faire confiance aux autres. Ça a été dit par notre président des jeunes agriculteurs de Savoie, notre comportement a une incidence sur la vie de nos voisins, de nos collègues. Et je crois que la responsabilité, notre responsabilité à tous, c'est d'essayer de faire un maximum de pédagogie, d'être présent à vos côtés, de vous écouter. Parfois, il nous arrive de ne pas être d'accord avec les services de l'État. Parfois, on n'est pas d'accord avec des positionnements nationaux. Je pense que le bienfait de la démocratie, c'est aussi de s'appliquer les règles, de se faire confiance. Parfois, on ne les partage pas, mais en tout cas, il faut faire confiance aux scientifiques, faire confiance à nos institutions aussi, même si, je vous dis, des fois, on s'harponne, on n'est pas d'accord. Et sur ce sujet, faire très attention. Nos collègues de Savoie ont fait le choix de veiller sur tout le monde et ont fait des choix politiques qui leur a coûté très cher. Je pense à Bernard, je pense même à d'autres collègues au niveau national qui ont porté des responsabilités qui ont été d'une violence absolue. Et vous dire que voilà, on est à vos côtés. On fera tout pour vous aider, on fera tout pour faire passer le maximum d'informations pour protéger l'ensemble de l'élevage, à la fois de nos 2 départements, de notre région et jouer le jeu avec nos collègues. Et de vous dire que quand on joue collectif et qu'on est tous bienveillants envers les autres, on s'en sort toujours mieux que quand on fait le choix de la violence et le choix d'une radicalisation qui ne servira à personne. Voilà le message que je voulais vous faire passer et que nous voulions vous faire passer. Merci à tous les éleveurs présents. Merci encore à nos collègues et j'en profite pour saluer quand même nos collègues du 5, notamment le président de la Chambre qui, lorsqu'on a eu des problèmes pendant cette période avec les Savoyards, qui a beaucoup aidé notre département et qui a participé à faire ce lien. Et je crois que c'est important aussi que nos départements jouent collectif. Et merci encore à tous nos collègues pour cette organisation et merci à vous pour votre présence. En tout cas, n'hésitez pas. Merci Eric, Laura. si tu veux dire un petit mot, voilà. Je veux dire deux petits mots. Remercier bien entendu les services de l'État, le GDS avec qui on a travaillé main dans la main, l'ensemble des organisations agricoles, parce que sur le sujet, il n'y a pas de couleur politique malheureusement. Tous les éleveurs, tous les élevages peuvent être confrontés à cette crise sanitaire. Je peux rappeler 2-3 éléments par rapport à la crise qui a paru cet été en Savoie et Haute-Savoie. Notre région était en première ligne, d'abord par sa proximité, premièrement. Deuxièmement, par le nombre d'animaux qui vont séjourner dans les départements de Savoie et Haute-Savoie, issus de notre région. Et puis, par la proximité avec les échanges commerciaux qu'il y a, avec les petits veaux du jour, les génisses prêtes qui repartent en Savoie. Et pour nous, tous les voyants étaient au rouge. Et je veux remercier ici l'ensemble de la filière, bien entendu les éleveurs, les commerçants coopératifs qui ont joué le jeu et ont été extrêmement prudents. Parce qu'effectivement, si on n'avait pas eu cette prudence-là, on avait toutes les chances d'importer la maladie dans notre région. Et ça, je tenais à le souligner. Moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que devant nous, on a 45 jours à partir des derniers cas qui sont éliminés pour nous dire qu'il faut rester tranquille. 45 jours, ça peut paraître long, mais dans la vie d'un éleveur, il me semble que être très professionnel, très sérieux pendant ce laps de temps-là, pour nous, c'est indispensable. On est une période où les vecteurs, les tans, les mouches, etc., les stomox circulent beaucoup moins. D'ailleurs, il y en a très peu de présents aujourd'hui dans les élevages. Et donc, il faut profiter de ce moment-là pour bloquer cette maladie. Et deuxièmement, effectivement, on n'est pas des scientifiques et on se fie au savoir des vétérinaires, des ingénieurs, etc., des épidémiologistes, bien entendu. Moi, je veux rappeler que la France est le premier pays producteur de bovins en Europe. On a des exportations
de génétique dans toute l'Europe et dans le monde entier, parce qu'on a des élevages de grande qualité et qu'il faut qu'on pèse le pour et le contre dans les décisions qui seront prises dans les prochains jours, de prendre des risques et d'éviter de prendre le moins de risques possible. Voilà. Et que toutes les questions qui se posent sont éminemment légitimes. Voilà. Et qu'on n'a pas forcément la réponse à toutes ces questions-là, mais on a des paramètres à prendre en considération sur la protection du cheptel, l'acceptabilité sociale aussi de ce qui est en train de se passer et humaine, et bien entendu la réalité économique que les différentes opportunités qui seront prises pourront peser. Voilà, tout ça est à analyser et à prendre avec beaucoup de recul. En tout cas, merci de votre attention. Voilà, du coup, je tiens à remercier tout le monde, la présence du GDS, de l'État, des DDT, de la DRAF, Madame Floto. Je pense que voilà, on a été force de proposition pour mettre en place cette réunion. Je remercie les collègues du 05, GIA, FEDE, Chambre, et du coup, et surtout les témoignages de Savoie. Je pense que c'était important et je le remercie surtout pour leur engagement pour les autres éleveurs bovins, parce que ça a dû être très difficile pour eux dans ce contexte. Et je pense qu'ils ont gardé la tête froide et ils ont su faire preuve de courage. Voilà, je remercie tous les éleveurs qui étaient présents en webinaire et en présentiel. Et puis, on fera peut-être un lien pour essayer de récupérer les questions pour que la DEPS et la DGL puissent vous faire des réponses ciblées. Voilà, je vous remercie à tous pour cette réunion. Merci et à bientôt.